Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'alchimiste social. Pourquoi est-ce que ce que nous voyons, ce que nous recevons du sens de la vue peut être trompeur? Ce que nos yeux reçoivent à un instant T, c'est une photographie, une image. Et cette image, comme toute photo, va être interprétée par notre cerveau. Chacun y verra ce qu'il va avoir envie d'y voir. Donc chacun va y placer ses connaissances passées, mais aussi ses propres projections. Et comme nous sommes tous différents, une même image n'aura jamais le même sens selon la personne qui la voit. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes attentes. Si je vous montre une photo du Père Noël, par exemple, chez certains, ça va ouvrir la boîte de souvenirs d'enfance, euh, tous différents forcément. Chez d'autres, ben, ça peut réveiller une anxiété de l'achat de cadeaux avec tout ce que ça comporte de difficultés financières parfois. Pour d'autres, ce sera peut-être même de la colère, du mensonge qu'on fait aux enfants. D'autres, ça va être de la joie, de la perspective de retrouver toute la famille, et cetera, et cetera. Chacun va recevoir une émotion, un ressenti différent à partir d'une seule même image. Et c'était Anaïs Nin qui disait: «Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes». Et je vais vous illustrer ça par un exemple. Dans le cadre, d'une partie de mes activités professionnelles, je suis amenée à accompagner des groupes de professionnels ou peu importe. Et en début de journée, je présente des cartes illustrées à partir, du jeu le Dixit, avec pas mal d'images différentes et je demande aux participants d'en choisir une pour définir leur humeur du jour. Et j'avais rencontré un groupe pour la première fois et je propose donc cet exercice et une participante me dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont sombres, vos cartes». Donc elle fait quand même l'exercice, elle en choisit une et elle définit son humeur du jour. La deuxième fois, quelques semaines plus tard, je reviens, je repropose la même chose avec le même jeu et cette fois-ci, cette femme me dit: «Ah, vous avez changé de cartes, elles sont plus gaies». Alors que j'avais strictement rien changé, c'était bien les mêmes cartes. Mais elle, clairement, elle avait changé sa manière de les voir. Elle avait changé son état d'esprit. Et cet exercice, je l'ai aussi proposé un jour avec des personnes qui présentent un trouble du spectre autistique. Et je me souviens de ce jeune homme qui est resté à peu près un quart d'heure devant toutes mes cartes. Et au bout d'un moment, je voyais qu'il était bloqué, donc je suis allée le voir et il était complètement immobile. Et je lui ai demandé de me partager, son incertitude, son incompréhension, devant ce que je lui proposais. Et alors il m'a simplement dit que c'était impossible pour lui cet exercice. Alors avec le recul, hein, j'ai compris que les personnes autistes, comme elles sont dans l'instant T, qu'il y a pas de filtre, il y a pas d'interprétation, bah, ils ne pouvaient pas projeter son esprit sur un objet qui, par définition, n'est pas son esprit. Et on peut comparer ça avec le célèbre tableau de Magritte, sur lequel apparaît, est dessinée du moins une, pipe où il est inscrit: «Ceci n'est pas une pipe» et effectivement, heu, ce tableau n'est pas une pipe. Ceci est un tableau qui, dessine une version d'une pipe, une vision d'une pipe, placée à certains endroits, mais n'est pas l'objet pipe en lui-même. C'est encore l'exemple, du 6 et du 9, hein. Si vous les dessinez au sol, vous vous placez d'un côté puis de l'autre, un coup vous aurez un 6, un coup vous aurez un 9. Et pourtant, le dessin, l'objet, l'image est complètement la même. Donc ce sont nos yeux et notre mental qui s'associent pour donner un sens et qui va finalement classer dans ce qui est connu pour attribuer un nom ou mettre dans une case. Donc finalement, ce sont peut-être pas nos yeux qui peuvent nous tromper, mais plutôt ce que le cerveau en fait. Nos yeux, ils peuvent nous tromper en nous montrant, en nous projetant quelque chose que nous connaissons déjà. Mais ça, c'est simplement de la sécurité, c'est l'instinct de survie. C'est le fameux «je ne crois que ce que je vois». Et finalement, dans les liens affectifs, dans les relations, c'est pour ça qu'on va se sentir plus en sécurité auprès de personnes qui paraissent nous ressembler. Si on prend le sens de la vue et de l'apparence des personnes,
Pourquoi est-ce qu'il existe plus de racisme envers les personnes dont la peau, est de couleur différente et non en fonction de leur nationalité, par exemple? L'exemple, assez simple, hein, c'est quand il y a eu la guerre en Ukraine où, l'accueil de réfugiés, a été, très important et bras ouverts, parce que les personnes sont d'apparence plus proches de celles de Français, par exemple, hein, alors que, on a exactement, des mêmes épreuves dans les pays africains, et là, pour le coup, on a plus de difficultés, en tout cas socialement, à accueillir des personnes de couleurs de peau différentes. Pourtant, la preuve est la même, hein, une guerre, dans les pays. Mais l'être humain, se méfie de ce qui apparaît différent de lui, de ce qui lui renvoie une image d'inconnu. Là encore, hein, c'est le cerveau reptilien qui va se mettre en marche pour attention, cette chose-là, est inconnue et différente de moi. Ce n'est pas quelque chose de conscient, de volontaire. C'est vraiment un instinct, de survie à dépasser une peur. L'être humain, il va chercher à rationaliser, hein, en trouvant des explications, par exemple par l'histoire, par la géopolitique. Mais le fait de base, c'est simplement, la peur de l'inconnu, de ce que les yeux nous renvoient comme image et de tout ce que ça peut faire remonter derrière comme fausse croyance. Ça reste humain, nos yeux sont un biais. Par exemple, en cuisine, hein, si je vous présente, un plat, bien bien justement, aménagé, bien présenté, heu, il a peut-être été quand même préparé avec des aliments périmés et il sera peut-être dangereux. Mais visuellement, il vous paraîtra, appétant. À l'inverse, si je vous mets une bouillie sans forme, non pas du tout mise en valeur dans un plat, mais cette bouillie, elle a peut-être une saveur exceptionnelle derrière. Donc au final, c'est le jugement que nous portons sur l'image de l'objet qui va impacter notre lien à l'objet lui-même, à ce qu'on va penser, ce qu'on va projeter sur l'objet. Et ce jugement, il ne peut être fait qu'à partir de ce que nous sommes à un moment précis. C'est pour ça que nos jugements, même si on semble le porter sur un objet extérieur à nous, hein, est en réalité un révélateur de ce que nous sommes, nous, profondément. Et comprendre ça, ça permet d'acquérir le fameux détachement nécessaire qui va sécuriser toute relation. Entendre que peu importe ce que l'autre voit de moi, dans un sens ou dans un autre, si c'est positif ou négatif, bah, ça lui appartient. Parce que ça révèle uniquement ce qu'il est, lui, à ce moment-là. Et quand une des personnes dans la relation a conscience de ça, il peut se positionner dans un espace de sécurité émotionnelle et affective. Parce que tout ce que voit l'autre, bah, lui appartient et le reflète lui-même. Donc ça vaut pour nous, hein, mes pensées, ce que je pense voir, ne sont que le reflet de mon propre état intérieur, mon passé, mes projections sur le futur. Finalement, ça reflète mes peurs ou ma confiance. Alors, il y aurait une expérience à faire, hein. Vous pouvez essayer de vous enlever la vue pendant une journée, par exemple. Et donc, vous allez être obligé de faire confiance à vos autres sens, mais aussi aux autres personnes, quelle que soit leur apparence ou leur image. De toute façon, vous ne les voyez pas. Donc, si vous devez traverser la rue, vous allez peut-être être obligé de faire confiance à un inconnu. Cet inconnu que vous n'auriez peut-être même pas vu avec vos yeux. Donc c'est Antoine, hein, de Saint-Exupéry qui disait dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et quand on apprend à fermer ses yeux, on s'ouvre à autre chose. On regarde différemment en ayant le moins de jugement possible, en s'ouvrant à quelque chose d'inconnu, en confiance, parce qu'on a compris que nos yeux pouvaient être trompeurs. Et à ce moment-là, on peut passer de « je ne crois que ce que je vois » au « je ne vois que ce que je crois ». Et donc, si ce que je crois sans voir avec mes yeux est quelque chose de beau, de respectueux, de sécurisant, peu importe ce que mes yeux me montrent, parce que je verrai un monde beau, respectueux, sécurisant. Nos yeux deviennent donc des alliés, plus justes au niveau de ce qu'ils reflètent de la réalité. Et capable de voir et comprendre que ce que je vois, ce que la vue me transmet, n'est qu'une facette de l'objet, à cet endroit-là, à ce moment-là. Et que si cet objet, je le vois demain,
ce sera forcément différent puisque moi j'aurai changé, j'aurai bougé, le contexte aura évolué, la lumière, et cetera et cetera. Et c'est exactement la même chose avec les autres personnes dans nos relations, quelles qu'elles soient, quel que soit le type de la relation. C'est pour ça qu'on peut dire que l'autre est notre miroir. Il nous reflète à un instant T dans un espace donné. Il n'est pas ce que nous pensons de lui, il est lui. Mais ce que je vois n'est qu'une facette. Pour une même personne, Heu, chacun pensera une chose différente parce qu'il n'aura pas le même bagage, la même vision de cette personne. Donc au final, on peut dire que nous-mêmes, nous sommes à la fois la somme de ce que les autres voient de nous, mais également ce qu'ils ne voient pas de nous. Le tout et le rien à la fois, c'est-à-dire la somme du visible et de l'invisible. Nos yeux peuvent être trompeurs, mais ils peuvent aussi être révélateurs. Merci à vous pour votre écoute. À bientôt.